Alors, bienvenue dans cette nouvelle partie où on va aborder la notion de skills. On va voir comment transformer Claude en expert métier à la demande. Depuis la leçon précédente, votre Claude est déjà bien plus capable qu'au départ, hein. On a les rules qui lui donnent le bon ton, la bonne signature, la bonne structure d'email. On a aussi la mémoire, hein, qui retient que Philippe Renaud, c'est Maître Renaud. Donc c'est l'architecture, c'est une architecture qui fonctionne. Mais essayez de lui demander un devis. Il y a bien vos tarifs quelque part dans les rules, mais ils sont mélangés avec le processus d'audit, sans contexte. Il ne sait pas comment les utiliser pour calibrer une offre. Demandez-lui de préparer un audit de client de A à Z. Il a les 5 étapes, mais pas les questions précises, pas les critères d'évaluation, pas les garde-fous. Demandez-lui de rédiger un email qui sonne vraiment comme vous, pas juste professionnel et chaleureux. Il manque vos petites habitudes, vos formulations, cette chaleur spécifique qui fait que vos clients vous connaissent. Le Claude.md pose le cadre, les rules posent les garde-fous, la mémoire retient les faits, mais il manque encore une petite pièce, c'est votre expertise métier, vos processus, vos méthodologies, votre manière précise de faire un audit, de calibrer un devis, de rédiger un email qui ne soit pas juste correct, mais qui soit le vôtre. Eh bien, les skills vont combler ce manque. Alors, pour comprendre ce qu'est un skill, prenons une image. Imaginez que vous embauchez un stagiaire. Il est brillant, diplômé, vif, motivé. Il a déjà lu le règlement intérieur de l'entreprise. Il connaît les horaires, le dress code, les règles de base. C'est ce qu'on a fait avec le Claude.md et les rules. Mais il ne connaît pas votre métier. Il ne sait pas comment vous structurez un audit, quels sont vos tarifs, quelle est votre approche commerciale et comment vous calibrez un devis. Maintenant, imaginez que vous tendez un dossier. Maintenant, imaginez que vous lui tendez un dossier. Maintenant, imaginez que vous tendez un dossier. Maintenant, imaginez que vous lui tendiez un dossier d'expert, dedans vos procédures métiers, vos modèles de livrables, votre grille tarifaire, votre méthodologie d'audit. Il le lit, il l'assimile, et d'un coup, il passe de stagiaire qui respecte les règles à un collaborateur qui maîtrise le métier. Il suit vos processus, il calibre ses réponses, il sait quand ne pas promettre un délai. Un skill, c'est exactement ce dossier d'expert, mais formaté pour Claude. Il contient au minimum le fichier un fichier skill.md, donc celui-ci il est obligatoire. À côté, vous pouvez ajouter des ressources optionnelles. Par exemple, ça peut être des scripts, des templates, des références. Mais le skill.md suffit pour démarrer. Et pour l'invoquer, rien de plus simple, vous tapez / les commandes / plus le nom du skill. Ça, vous le tapez dans Claude Code. Par exemple, on pourrait imaginer / Desmos identité. Claude charge le contenu du skill et son comportement change immédiatement. C'est un changement de mode, comme si vous disiez à votre stagiaire « ouvre le dossier expert » et on passe en mode spécialiste. Voyons maintenant comment ce dossier est structuré parce que le skill MD a une anatomie bien précise. Regardons ce qu'il y a dans un skill.md. Le fichier est composé de 2 parties bien distinctes. Celle-ci et celle-ci. La première partie, c'est ce qu'on appelle le front matter. C'est le bloc encadré par 3 tirets au début du fichier. Il contient les métadonnées du skill, c'est-à-dire les informations sur le skill. Pas les instructions, mais uniquement les informations sur lui-même. Il y a 2 champs sont essentiels. Il y a le name, donc name 2 points, et le nom du skill. Donc c'est le nom que vous utilisez après le /. La description, c'est le pitch du skill, c'est-à-dire en 2 ou 3 lignes, vous expliquez ce qu'il fait et quand l'utiliser. C'est le champ le plus important, on va voir pourquoi dans un instant. Il existe des options avancées, par exemple une fonction qu'on peut rajouter dans ce front matter qui s'appelle Disable Model Invocation.
qu'on peut passer à true. Cela empêche Claude d'activer le skill automatiquement. Il ne s'activera que lorsque vous demanderez explicitement avec la commande slash. C'est utile pour les processus lourds qu'on ne veut pas déclencher par accident. On peut aussi restreindre les outils disponibles avec une autre fonction qui s'appelle allowed-tools ou forcer un modèle particulier avec modèle. D'accord ? La deuxième partie, c'est le corps Markdown, ici, c'est-à-dire les instructions. C'est là que vous allez écrire vos instructions, le processus étape par étape, les règles à respecter, les conventions à appliquer. Front metteur pour les métadonnées, corps pour les instructions. 2 parties, un seul fichier. Alors maintenant, voici le concept clé qui rend les skills intelligents. C'est ce qu'on appelle la divulgation progressive. Claude ne charge pas tout d'un coup, Il utilise 3 niveaux de chargement, du plus léger au plus complet. Si on prend le niveau 1, c'est en quelque sorte les métadonnées. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le front matter. Ça, c'est-à-dire que c'est le nom et la description. Ça avoisine environ 100 mots. Ce niveau est toujours en mémoire. À chaque conversation, Claude a ses métadonnées sous les yeux. C'est avec elles qu'il décide si le skill est pertinent pour la tâche en cours. Le niveau 2, ici, c'est le corps du skill, c'est-à-dire le processus, les règles, les conventions. Ce niveau n'est chargé que quand le skill est activé, soit parce que vous l'avez invoqué avec la commande slash, soit parce que Claude a jugé pertinent de le charger automatiquement en lisant la description. Et enfin, le 3e niveau, ce sont les ressources, c'est-à-dire ce sont les fichiers supplémentaires dans le dossier du skill. Ça peut être effectivement des scripts, des programmes, ça peut être également des templates, voire des documents de référence. Ce niveau est chargé à la demande pendant l'exécution du skill, quand une étape est nécessaire. Pourquoi c'est important ? Parce que ça préserve votre fenêtre de contexte, on y revient encore. Vous vous souvenez de l'analogie du bureau dans la leçon de Claude.md, l'espace est limité. Si Claude chargeait l'intégralité de tous vos skills à chaque conversation, le bureau serait encombré avant même de commencer. Avec la divulgation progressive, seules les métadonnées sont sur le bureau en permanence, le reste arrive que quand c'est nécessaire. C'est pour ça que la qualité de votre description ici est déterminante. C'est votre pitch d'activation. Si Claude ne comprend pas quand vous utilisez le skill, il ne l'activera jamais au bon moment. Alors prenons un exemple concret d'une mauvaise description. Typiquement, la description c'est skill utile pour le business. Ça veut rien dire. Claude ne sait pas quand l'activer. Il ne saura jamais de lui-même. Et il ne le fera même jamais de lui-même. Une bonne description, ça va être par exemple identité et convention de Desmosia, utilisé pour tout document email communication client, contient le ton de voix, les coordonnées, les règles métiers et la signature email professionnelle. Là, typiquement, on a une description claire. Dès que Claude détecte qu'il doit rédiger un email ou un document client, il sait que ce skill est pertinent. Le pitch est bon. Pensez-y comme la bio de votre profil LinkedIn. Vous avez 2 lignes pour expliquer ce que vous faites et pour qui. Si c'est vague, personne ne vous contacte. Si c'est précis, les bonnes personnes viennent à vous. La description d'un skill fonctionne exactement pareil, sauf que votre audience, c'est Claude. Passons à la pratique. On va créer le premier skill de Christine, c'est-à-dire son identité d'entreprise. Mais avant de coder, faisons un point rapide. Dans la leçon précédente, Christine a créé plusieurs fichiers dans Rooks. Vous vous souvenez ? Ici. Parmi eux, on a l'email convention.md. D'accord ? On retrouve les conventions du template email standard avec la signature. Donc on a une structure en 3 paragraphes, la formule de clôture, la signature HTML. Et on a également le fichier audit process
avec le processus d'audit en 5 étapes et la grille tarifaire. Ces rules sont chargés automatiquement, on le sait maintenant. Claude sait déjà rédiger un email correct et il connaît les tarifs. Alors pourquoi créer un skill ? Eh bien parce que les rules sont des garde-fous. Elles disent 3 paragraphes max, jamais cordialement, signature obligatoire, c'est le minimum syndical. Le skill va aller plus loin. Il va porter l'identité complète de Christine, le ton précis, pas juste professionnel, mais professionnel et chaleureux, jamais corporate, le vouvoiement contextuel, les règles de confidentialité métier. Et oui, certaines choses qui sont aujourd'hui dans les rules vont migrer vers ce skill. On va clarifier ça dans quelques minutes. Alors d'abord, on va créer le dossier. Ici, dans le dossier Skills, on va créer un sous-dossier. Voilà. Clic droit, nouveau dossier, donc New Folder. Et on va l'appeler Desmos-identité. Okay, donc c'est un sous-dossier. Ensuite, on va créer notre fichier skill.md. Toujours clic droit, New File, skill.md. Ok. Donc pour l'instant, il est vide. Et on va commencer par le front matter, comme je vous disais tout à l'heure. Donc maintenant, on va créer notre dossier, notre nouveau dossier, un sous-dossier. Maintenant, on va créer un sous-dossier dans le dossier Skills, donc New Folder, qu'on va nommer Desmos Identité. D'accord ? Donc c'est un dossier. Et à l'intérieur, on va créer un nouveau fichier qu'on va nommer skill.md et on va y ajouter notre première partie, c'est ce qu'on appelle le front matter. Donc là, je fais un copier-coller, hein, vous retrouverez cet exemple dans les ressources. Donc on remarque qu'on a le front matter qui est entouré de 3 petits tirets au début et 3 petits tirets, tirés du 6, à la fin. Donc ça encapsule notre front matter. On retrouve la clé name, 2 points, et le nom du skill. Hein, typiquement, ce nom-là est important puisque vous allez pouvoir l'appeler grâce à la commande slash qu'on a commencé à voir dans les précédentes leçons. Ici, on va avoir une description. Donc là, on retrouve notre pitch clair qui est chargé par Claude au démarrage. Donc, on va retrouver l'identité. Donc, la description, ça va être l'identité et convention de Desmos IA, utilisée pour tout document email communication client, contient le ton de voix, les coordonnées, les règles métiers et la signature email professionnelle. Maintenant, le corps, on va remplir la section. Donc là, je fais aussi un CTRL-V du fichier que vous avez en ressources. Donc, on va retrouver effectivement les informations de l'entreprise, ici. Nom, dirigeant, activité, localisation, email, téléphone, sirène, les bases. On a également donc le ton de communication, professionnel mais chaleureux, jamais corporate ni froid, le vouvoiement systématique avec les clients, le tutoiement uniquement en interne avec les clients qui l'ont proposé explicitement, jamais de jargon technique non expliqué, etc. Et toujours en français avec les accents corrects. On retrouve ensuite le format de l'email, c'est-à-dire qu'on voudrait un objet clair et spécifique. On veut un corps avec 3 paragraphes maximum, contenant un contexte, un contenu et les prochaines étapes. On veut effectivement une formule de clôture de type bien à vous ou belle journée, mais jamais cordialement. On veut également une signature, donc on inclut le bloc signature ci-dessous, qui est précisé ici. Donc là, on va avoir une signature au format HTML. Ça, vous pouvez demander effectivement à Claude de vous aider à écrire ce type de signature email. On va aussi également retrouver l'ensemble des règles métiers. Donc, quelles sont-elles ?
Là, ici, typiquement, on demande toute communication client doit être validée par l'utilisateur avant envoi. Ne jamais mentionner les tarifs journaliers internes pour les communications clients. Utiliser les coordonnées bancaires uniquement dans les factures, jamais dans les emails classiques. Anonymiser systématiquement les exemples d'autres clients dans les documents de présentation. Et ne jamais promettre de délai avant vérification préalable du planning. Et enfin, on retrouve la grille tarifaire pour un usage cloud uniquement. Ce sont les tarifs confidentiels, ne jamais les communiquer directement dans un email ou un document client, utiliser des fourchettes dans les propositions commerciales. Alors, la grille tarifaire, vous la reconnaissez, cette grille est également dans le fichier Audit Process qu'on avait créé dans les leçons précédentes. On a un audit à 2500, entre 2500 et 5000 euros, une formation à 1500 euros par jour, mais elle était rangée avec le process d'audit. La question c'est est-ce que c'est le bon emplacement? Est-ce que les tarifs font partie du processus d'audit? En réalité non, ils font partie de l'identité commerciale de Christine. Donc c'est ici, dans le skill d'identité, qu'ils trouvent leur vraie place. Et on a ajouté une mention explicite, usage Claude uniquement, ne jamais communiquer directement. Claude la consulte pour calibrer ses réponses. Quand le processus demande un devis, Claude sait dans quelle fourchette se situer, mais il ne copiera jamais cette grille dans un email client. C'est une information confidentielle que seul Claude utilise en interne. Donc là, on va effectivement sauvegarder notre fichier skills. Donc la touche de raccourci CTRL S, vous voyez le petit point a disparu, notre fichier est enregistré. Donc notre skill fait une soixantaine de lignes environ, 75, d'accord. C'est compact, c'est structuré, c'est opérationnel. Et remarquez une chose importante. Oui, il y a des recoupements avec les rules existants, la signature, la structure email, la grille tarifaire, tout ça existe déjà quelque part dans les rules. Ce n'est pas une erreur, c'est qu'on est en train de réorganiser, de déplacer les choses vers leur maison définitive. Le Claude.md pose le cadre, les rules posent les garde-fous, et les skills portent l'expertise complète. Donc on va faire le ménage dans les rules tout à l'heure, on va supprimer les doublons, alléger ce qu'il doit être, mais d'abord on construit le skill complet, puis on ajuste. C'est plus sûr que de tout casser et reconstruire en même temps. Alors maintenant, le moment de vérité. On va comparer un email rédigé avec les rules seuls, ce qu'on a depuis les leçons précédentes, et le même email avec le skill activé en plus. Et vous allez voir ce que le skill apporte. Donc on va taper ce petit prompt, ce petit message à Claude pour lui demander de rédiger un email à Maître Renaud du cabinet Merlin pour lui proposer un point de pré-diagnostic IA la semaine prochaine. On va voir ce que ça donne. Donc là on va regarder, il est en mode thinking, il est en train de lire notre fichier client. Donc ça ne change pas. Vous voyez, typiquement, les mécanismes de chargement de contexte fonctionnent toujours. Et il nous rédige effectivement un email correct, dans le cadre, on peut regarder un petit peu, dans le cadre de l'audit IA que nous avons initié le 10 mars dernier. Donc vous voyez, il reprend les informations qu'il a du contexte. Je souhaiterais vous proposer un point d'étape pré-diagnostic afin de partager avec vous les premières observations, etc., etc. On va pas faire le point. Donc là, il reprend la signature. Tout ça, c'est issu des rules qu'on a vus. Quelques points sur mes choix. Vous voyez, il vous dit Maître Renaud plutôt que Monsieur, conformément à l'usage des experts comptables. Ton très formel, donc il reprend vraiment les instructions des règles que l'on a souhaitées. Là, il nous sollicite pour savoir s'il peut envoyer l'email, mais c'est pas ce que l'on va faire. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser le skill qu'on vient de créer. Donc on va l'invoquer. Pour l'invoquer, alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une nouvelle fenêtre Claude Code, ici, pour avoir une deuxième fenêtre de conversation
à côté de la première où on n'a pas fait appel au skill. Et là, on va faire appel au skill dans un premier temps. Donc, pour faire appel au skill, on sait qu'il se nomme Desmos-identité. On l'a aussi indiqué dans le front meter avec la clé name. Donc on va pouvoir utiliser la commande slash et en tapant les premières lettres de notre nom de skill, donc Desmos identité, il va nous sélectionner, on n'a pas besoin de tout taper, il va nous proposer de choisir directement Desmos-identité ici. Donc on va cliquer sur ce skill, il va le charger. Voilà, on va attendre qu'il charge l'identité, les conventions. Comment puis-je vous aider ? Et on va lui demander la même chose, c'est de rédiger un mail à Maître Renaud. Je vais copier-coller cela, et on va regarder un petit peu la différence entre les deux mails. Okay, donc là, il charge toujours Merlin le contexte du client, ça c'est déjà une bonne chose. On est vraiment dans un mécanisme de chargement de contexte automatique. On sait qu'il a aussi également les règles qui sont chargées, et en plus on a chargé un skill. Donc voilà, tout ça s'agglomère. Et là on va regarder un petit peu la différence. Donc, on va commencer par l'objet. On voit que l'objet est plus spécifique. On voit effectivement audit IA cabinet Merlin, alors qu'avant c'était entre crochets audit IA. Bon, c'est moins c'est moins personnalisé quelque part. On voit effectivement que le ton est celui de Christine, un peu plus chaleureux, pas juste professionnel. Il y a une petite touche qui fait que le client se dit « Ah oui, c'est bien Christine qui m'écrit ». Donc là, on voit qu'il dit toujours « Bonjour Maître Renaud », parce que le skill s'intègre avec les fiches clients et la mémoire qui retient ce titre. Et les règles métiers sont appliquées. Pas de mention de tarif dans le corps du mail. Une proposition concrète avec 2 options de créneau. Ce n'est pas un avant, un après radical. Les rules faisaient déjà un bon travail de base. C'est juste un enrichissement. On passe d'un email correct à un email qui porte l'identité de Christine. La différence entre un bon email et l'email de Christine. Alors, laissez-moi vous montrer un détail qui illustre bien cette complémentarité. Vous voyez, dans les 2 mails, on a bien effectivement Claude qui propose 2 créneaux. Pourquoi ? Parce que dans son automémoire, il a retenu que Christine proposait toujours 2 créneaux. Or, dans le skill, on n'a pas précisé qu'on voulait 2 créneaux. Donc finalement, il a appliqué à la fois le skill, mais il a aussi appliqué les règles et la mémoire, surtout la mémoire, de ce qu'il a retenu du fait que Christine propose toujours 2 créneaux. Donc ça veut dire qu'en fait, le skill, les rules et la mémoire travaillent ensemble. Les rules posent le cadre, le skill apporte l'expertise, la mémoire complète avec les détails accumulés au fil du temps. 3 couches, un résultat cohérent. C'est ça la valeur d'un skill, vous l'écrivez une fois et à chaque email, chaque document, chaque communication client bénéficie de cette expertise. Les rules garantissent la structure, le skill garantit l'identité. Plus de presque bon, c'est bon à chaque fois. Et pensez à la montée en charge. Aujourd'hui, Christine a 3 clients. Demain, elle en aura 10, 20. Chaque email devra respecter les mêmes standards de qualité. Sans le skill, les rules garantissent le minimum, la bonne structure, la bonne signature, ça c'est sûr, mais le ton fluctue selon la fatigue, le contexte, la pression. Avec le skill, le ton est constant. C'est le meilleur niveau de Christine, à chaque fois. Et ce qui est un peu intéressant dans cette approche de skill, le skill étant établi, vous pouvez le passer à un collègue, et en fait, quand le collègue va utiliser le skill, ça va évidemment reprendre les mêmes résultats, c'est-à-dire le ton de Christine, sa signature, ses conventions, ses règles métiers. Vous avez cloné votre expertise, en quelque sorte. Le skill ne dépend pas de qui tape la commande, il porte l'intelligence de l'entreprise, pas celle de l'individu. Et une dernière chose, peut-être la plus importante, on a activé le skill manuellement,
en tapant la commande /Desmos identité, mais Christine n'aura pas toujours besoin de faire ça. Rappelez-vous, la divulgation progressive, la description du skill est toujours en mémoire à chaque session. Claude la lit. Et votre description dit « Utilisé pour tout document, email ou communication client ». Ça veut dire que la prochaine fois que Christine ouvrira Claude Code et dira simplement « Rédige un email à Maître Renaud », sans taper /Desmos identité, Claude reconnaîtra la tâche correspondant à la description et activera le skill de lui-même, automatiquement. Pas à chaque fois. Claude évalue la pertinence au cas par cas. Mais dans la grande majorité des cas, il fera le bon choix. C'est pour ça qu'on a passé du temps sur la qualité de la description tout à l'heure. Une mauvaise description, c'est un skill que vous devez activer à la main à chaque fois. Une bonne description, c'est un skill qui se déclenche tout seul quand il le faut. Alors on va tester cette théorie de rédaction d'email. Je vais copier de nouveau cette instruction. Je ne vais pas appeler le skill, donc je vais créer une nouvelle conversation. Ok, je recopie-colle mon instruction et on va regarder comment il va se comporter. Si tout va bien, il est censé effectivement appeler le skill. Ok, vous voyez, typiquement, il lit le contexte. On voit qu'il appelle le skill Desmos identité. Donc, le fait qu'effectivement j'ai une bonne description et que j'ai une instruction qui lui demande de rédiger un mail, il applique le skill automatiquement. Alors, la question naturelle maintenant, c'est quand faut-il créer un skill? Parce que tout ne mérite pas d'en devenir un. Il y a 4 signaux qui vous disent qu'un skill est nécessaire. Le premier signal, c'est Claude fait bien, mais pas comme vous. Si les rules produisent un résultat correct, mais qu'il manque votre touche, votre méthodologie précise, votre calibrage, votre jugement métier, c'est un skill qui attend d'être écrit. Le deuxième signal, c'est lorsque vous copiez-colliez régulièrement les mêmes instructions. Vous avez un bloc de texte que vous gardez dans un coin et que vous collez au début de chaque session. Ce bloc devrait être un skill, typiquement. Le troisième signal, c'est un processus à plus de 3 étapes à suivre dans un ordre précis. Un audit en 5 étapes, une procédure d'onboarding client, un workflow de facturation. Dès que l'ordre compte, c'est un skill. Le quatrième signal, c'est lorsque vous voulez que Claude utilise un outil d'une manière précise. Par exemple, quand il cherche dans votre CRM Airtable, vous voulez qu'il utilise des champs spécifiques, dans un ordre spécifique, avec des conventions spécifiques. Un skill peut encadrer cette utilisation. Et maintenant, les situations où vous ne devez pas créer de skill. Typiquement, une tâche ponctuelle. Vous faites une recherche unique sur un sujet que vous revisitez jamais, pas besoin de skill, un prompt suffit. Une information qui change souvent, comme par exemple le nom de votre dernier prospect, le montant de votre dernière facture, la date de votre prochain rendez-vous, ça c'est le territoire de la mémoire, du memory.md. Les skills sont pour les processus stables, pas pour les données volatiles. Et puis évidemment, une instruction déjà dans Claude.md, si vous avez déjà mis, par exemple, toujours en français, dans votre Claude.md, ne le répétez pas dans chaque skill. Claude.md est la source de vérité. Pour les règles globales, les skills ajoutent de l'expertise spécialisée. Vous l'avez bien compris, hein, on encapsule progressivement l'ensemble des connaissances. On part du Claude.md, on a les règles et on a les skills. Tout ça s'agglomère. Donc une information qui est indiquée dans Claude.md comme parle toujours en français n'est pas à remettre dans un skill. Et ça sera un héritage automatique. Alors, et justement, maintenant que vous avez ces critères en tête, certains d'entre vous se disent peut-être, attendez, j'ai déjà mis mon process audit dans les règles et mes conventions email
également dans des règles. On les a vus, audit process, email, convention. Est-ce que je suis en train de recréer la même chose ? C'est une excellente question. Et la réponse est non. Vous n'êtes pas en train de dupliquer, vous êtes en train de faire évoluer. Quand on a créé les rules dans les leçons précédentes, on a pris souvenez-vous, on a pris un Claude.md qui faisait environ 300 lignes. Et on a tout externalisé. On a mis ça dans des rules et on a segmenté nos données. Alors, à ce moment-là, c'était effectivement la bonne décision. Ce que l'on faisait, c'est qu'on faisait simplement ranger. On faisait de la place. Et c'était nécessaire pour comprendre le mécanisme des fichiers modulaires de cette manière-là. Mais maintenant qu'on comprend les skills, on voit que certaines de ces rules étaient au mauvais endroit. Pas faux, hein, mais c'est juste mal placé. Une règle, une rule, c'est une contrainte courte, toujours active. Ne jamais envoyer sans confirmation. Vérifier les noms de champs Airtable. Ça tient en 5 à 10 lignes. Et ça s'applique à chaque session. C'est un garde-fou permanent. Un skill, c'est différent. C'est un processus structuré, activé à la demande. Votre méthodologie d'audit en 5 étapes, avec ses critères, ses livrables, sa grille de questions. Ce n'est pas une contrainte. Donc ça se positionne effectivement dans un skill. C'est de l'expertise. C'est un comment faire, pas ne pas faire. La règle pratique, si ça fait plus de 10 lignes et que ça décrit un processus en plusieurs étapes, c'est probablement un skill, pas forcément une règle. Concrètement, voilà ce qu'on va faire. Et c'est le moment de le mettre en ordre. Alors, commençons par le fichier audit process dans les rules. On a vu que il contient 2 choses distinctes, le processus d'audit en 5 étapes et la grille tarifaire. La grille tarifaire, on a vu qu'on l'avait mis dans le skill. Donc ça, typiquement, on n'a plus besoin. On va supprimer. CTRL S pour sauvegarder. Mais tout le reste aussi, on va supprimer. Typiquement, on va supprimer complètement audit process. Et avant de le faire, on va créer un nouveau skill d'audit process, audit IA. Donc on va se rendre dans le dossier skill et on va créer un nouveau dossier. On va nommer audit-IA-client. D'accord ? On va créer à l'intérieur de ce dossier un nouveau fichier qu'on nomme skill, toujours la convention de nommage. Donc ce fichier est vide et je vais simplement copier-coller le contenu du fichier que je vous ai mis en ressources. Voilà. Donc on va regarder un petit peu à quoi correspond, comment est structuré ce document. Donc on retrouve notre front matter. On a le nom du skill, audit-IA-client, la description, donc méthodologie d'audit pour IA pour PME, utilisée quand un client demande un diagnostic d'automatisation, une analyse de ses processus ou un pré-diagnostic IA. Donc c'est un guide, c'est le guide, l'audit en 5 étapes structurées. Donc on va retrouver ici une fonction qui est intéressante, donc disable model invocation à true. Ça veut dire que ce skill ne se déclenche pas automatiquement quand on pose la question à Claude pour faire un audit. Il faut invoquer le skill. On pourrait très bien le retirer pour faire en sorte que Claude s'active de manière automatique quand on lui demande de préparer un audit sur la base des informations qu'on a dans le contexte client. Mais typiquement, on va le garder pour justement l'invoquer manuellement. Bon, ensuite, vous avez une méthodologie classique. Vous pourrez parfaitement l'adapter aux méthodes issues de la formation. Donc maintenant, on a créé notre skill. On n'a plus besoin du fichier auditprocess.md. On a déjà retiré la grille tarifaire parce qu'on l'a rangé dans un skill Desmos identité. Et donc maintenant, on va pouvoir supprimer tout simplement ce fichier. Donc on peut faire un clic droit et delete ici. Donc ça supprime directement le fichier. Ok. Alors maintenant, on va aussi améliorer notre rules email convention. On y retourne. Donc typiquement, tout ça, on a déjà dans le skill Desmos identité. Donc on va remplacer
toutes ces informations par quelque chose vraiment court et conventionnel. On va sauvegarder. Récapitulons la migration que l'on vient de faire. On a supprimé le fichier rules audit process, puisque son contenu, son process d'audit va dans le skill audit IA client. D'ailleurs, un skill beaucoup plus élaboré que la règle elle-même. On a ensuite allégé la règle email convention en ne gardant que les garde-fous, et le détail va dans Desmos identité. Les règles restent légères, les skills portent l'expertise. Chacun à sa place. C'est un pattern classique en organisation. On range d'abord grossièrement, tout dans des boîtes, puis on affine. Chaque chose dans la bonne boîte. La leçon précédente, c'était le rangement. Aujourd'hui, c'est l'affinage. Et pour que la distinction soit parfaitement claire, prenons un cas concret. Imaginez que Christine veuille formaliser la rédaction de ses propositions commerciales. Où mettre ça? Pas dans Rules Email Convention, d'accord? C'est une proposition commerciale, ce n'est pas un email. C'est un processus en plusieurs étapes, analyser le besoin du client, calibrer l'offre avec la grille tarifaire, structurer le document, respecter la forme de livrable, c'est de l'expertise métier. Donc, c'est un skill. Ce que l'on va faire maintenant, c'est créer un troisième skill. Maintenant, vous commencez à prendre l'habitude. On va créer un nouveau sous-dossier au dossier skills. Donc, clic droit, New Folder. Et on va l'appeler Opal client. Ok, client. J'ai fait une petite erreur. Rename, il manque un petit i. Client. Et on va créer un nouveau fichier. Vous avez l'habitude maintenant, skill.md. Dans ce fichier, je vais copier-coller une ressource qui est disponible dans le cours. On retrouve classiquement le nom du skill, propal-client. On va pouvoir invoquer par la commande / la description, donc rédaction de proposition commerciale Desmos IA, utilisée quand le prospect ou client demande un devis, une proposition d'accompagnement ou une estimation budgétaire. Je vais faire un petit nettoyage ici. Pareil ici. Donc structure le document en sections standardisées et calibre les tarifs selon la grille Desmos IA. Et quand votre catalogue de skills commence à s'étoffer, un conseil pratique, ajoutez une petite section dans votre Claude.md pour les lister. Alors ce n'est pas obligatoire, puisque Claude détecte les skills automatiquement grâce aux descriptions, on l'a vu. Mais ça sert de pense-bête pour vous, déjà, et ça renforce la fiabilité de la détection par Claude. Donc on va le faire pour nos 3 skills ici. On va dans notre Claude.md, tout en bas, on va rajouter cette petite section, donc les skills disponibles, Desmos identité, audit IA client, propal client. Ok. Rappelez-vous la divulgation progressive. Vous vous souvenez les 3 niveaux de métadonnées qu'on a vus dans ce schéma. Donc les métadonnées toujours en mémoire, le corps chargé à l'activation, et le 3e niveau, ce sont les ressources. On en a parlé en théorie, mais voyons-le maintenant en pratique. Le dossier d'un skill peut contenir plus qu'un simple skill.md. Il peut également contenir des sous-dossiers avec des templates, des scripts, des exemples, tout ce dont le skill a besoin pour travailler. Donc nous, on va créer un sous-dossier, notamment dans l'audit IA client. Donc on va faire un clic droit New Folder, et on va nommer ce dossier template au pluriel, d'accord? Donc on a notre nouveau sous-dossier, et à l'intérieur, on va créer un fichier, donc, nouveau fichier dans template, qu'on va nommer rapport-audit.md. Ok? Et à l'intérieur, je vais copier-coller de nouveau rapport de pré-audit
entre crochets, nom du client, le contexte, on rappelle le secteur, la taille, le process analysé, les recommandations, l'estimation budgétaire et les prochaines étapes. C'est structuré, c'est professionnel et c'est surtout standardisé. Chaque client de Christine reçoit un rapport qui suit la même structure. Pas de variation selon l'humeur du jour. Un template, c'est la promesse d'une qualité constante. Et maintenant, le point clé, c'est qu'effectivement, ce template n'est pas encore dans le skill.md. Il est à côté, dans le dossier template. Et le skill.md contient une instruction à l'étape 5. On va le revoir ici. À l'étape 5, on va rajouter une instruction suivante. On va lui dire, utilisez le template rapport-audit.md pour produire le livrable. Vous pouvez mettre autant de ressources que nécessaire dans ce dossier. Une checklist de questions par secteur, un document de référence sur les benchmarks du marché, des exemples de rapports anonymisés. Tout ça peut vivre à côté du skill.md et Claude n'y accède que lorsque le processus l'exige. C'est un système à la carte. C'est pas un menu imposé. Et pensez au potentiel. Christine pourrait ajouter par exemple un dossier exemple, avec des rapports anonymisés de ses précédents audits. Claude les consulterait pour calibrer le ton et le niveau de détail, ou un fichier secteur, un dossier plutôt secteur, avec des spécificités de chaque industrie. Comptabilité, santé, logistique. Le skill devient une véritable base de connaissances métier, pas juste un processus. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de tester. On va lui donner cette instruction, lance un audit IA pour la clinique Bellecour. Et on va regarder un petit peu ce qu'il va faire. Donc là, on voit qu'il charge le skill. Bon, il est plutôt en train de le lire, il l'a pas chargé vraiment, mais c'est la même chose. Il va lire aussi le contexte de la clinique Bellecour. Ensuite, il va chercher des informations complémentaires s'il trouve, notamment dans les sessions sauvegardées. Il va chercher si il trouve une correspondance. Il en a trouvé une, file 1, donc il agglomère progressivement tout le contexte sur la clinique Bellecour, et au final, il va s'exécuter. Donc parfait, le contexte client est chargé. Étape 1, terminée. Il nous propose un récap de la clinique, donc clinique pluridisciplinaire, 25 employés, Lyon 2e, contact décisionnaire, etc. En étape 2, il analyse les processus existants. Alors ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on va simuler des réponses, on va inventer, on va lui répondre, il veut effectivement soit préparer un mail à Madame Girard pour recueillir ces informations, mais admettons que Christine les a déjà en tête suite à un rendez-vous. Ok, donc on va envoyer ça, ça va lui donner du contexte, complètement fictif, mais bon, c'est pas grave, c'est le but, pour qu'on puisse avancer dans les étapes du processus d'un rapport audit. Donc là, il nous dit étape 3, évaluation des opportunités. Donc il continue, je produis le rapport de pré-diagnostic. Voilà, donc là, il nous a construit un rapport d'audit. On va valider l'édition de ce rapport, qu'il a positionné. On va regarder qu'il a mis dans client, clinique Bellecour, audit IA. Très bien. On le voit ici. Peut-être que c'est pas forcément l'emplacement qu'on aurait souhaité. On peut le déplacer plutôt dans le dossier client. Là, on sait qu'on est sur le dossier .claude. Nous, on souhaiterait plutôt que ça soit rangé dans le dossier client, puisque c'est un livrable. N'oubliez pas, un .claude, ça va être plutôt les fichiers de Claude, et nos propres fichiers à nous, ça va être plutôt administration, client, formation, marketing, projet. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Résumé en 3 recommandations. Ok, enveloppe totale, qui nous fait une estimation budgétaire sur la base de notre grille tarifaire, celle de Christine. Le ROI estimé entre 6 et 10 mois. Point d'attention, la recommandation 3, migration planning, est un prérequis technique à 2 autres. C'est le premier chantier à lancer. Ce qu'on va lui demander, c'est qu'effectivement, on va lui dire, le rapport d'audit doit être classé systématiquement
dans le dossier client qui fait office de livrable. Fait en sorte que cette instruction soit dans le skill audit IA client. On lui demande deux choses, d'accord? Donc, on va voir comment il va se comporter. Logiquement, il va déplacer le fichier dans le dossier client. Peut-être, j'aurais dû lui préciser de créer un sous-dossier par nom de client. Ça aurait été plus judicieux. Et logiquement, il va aussi nous modifier notre skill pour que la prochaine fois qu'on appelle ce skill, il puisse aller ranger le dossier, le rapport d'audit produit dans le dossier. On observe. La première chose, c'est qu'effectivement, il édite notre skill, donc sauvegarder dans, au lieu de sauvegarder dans Claude non IA, c'est ce qu'on avait d'ailleurs mis dans notre skill, il vient le sauvegarder dans client. Non, audit, IA, livrable, dossier livrable client, ne jamais placer dans Claude client, et réservé aux fiches internes. Donc là, on dit oui. Très bien. Comme ça, la prochaine fois, il ne fera pas la même erreur. Et logiquement, il devrait nous déplacer. Voilà, il nous propose de move. MV, c'est move, hein, c'est une fonction Linux, c'est une commande Linux. Il va déplacer le fichier qu'il a produit dans un dossier, dans un autre dossier. Donc, on lui donne le droit de le faire. Et boum, voilà. Donc là, on va réduire le dossier Claude et on va dans notre dossier client. Très bien, il nous a créé notre fichier, notre rapport d'audit. OK? Voilà, donc on peut jeter un petit coup d'œil sur ce rapport d'audit. Comme on est dessus, vous avez toujours le mode preview pour voir le rapport avec une facilité de lecture plus intéressante que le Markdown. Donc on va agrandir un petit peu, rapport de pré-diagnostic IAR clinique Bellecour, date 20 mars, donc là il est repéré la date du jour, réalisé par Desmos IA, Christine Desmos, interlocutrice, Madame Isabelle Girard, directrice. Donc on reprend le contexte, les processus qui ont été analysés, donc ça, il reprend ce que je lui ai dit, effectivement, suite à mon audit, suite à une discussion avec le client. On a identifié les irritants, on a une recommandation, 1, 2, 3, on a une estimation budgétaire, d'accord, on a logiquement un retour sur investissement estimé, donc c'est pertinent, on a un ROI sur 3 mois, sur 6 mois, sur 12 mois, on a ensuite une checklist des prochaines étapes. Voilà, notre rapport d'audit est construit, et à chaque fois qu'on utilisera ce skill d'audit, systématiquement, on conserve cette structure. Alors vous allez me dire, là, à ce stade, oui, c'est bien, c'est un fichier Markdown, mais au final, comment je l'envoie à mon client? Alors, on va voir effectivement dans les prochaines étapes qu'on peut ensuite transformer le fichier Markdown en un fichier PDF. Ça pourrait être même judicieux d'ajouter cette étape dans le skill. Donc on sait qu'on a créé nos skills à la main, avec un dossier, un fichier skill.md, un contenu. Alors c'est effectivement pédagogique et nécessaire pour comprendre le mécanisme. Mais en pratique, il existe des skills prêts à l'emploi, et les installer est d'une simplicité déconcertante. Anthropic publie un catalogue de skills officiels sur GitHub. Donc on va se rendre sur GitHub, on va aller directement sur GitHub Anthropic Skills, ok. Ici, on peut remarquer quelque chose qui est incroyable, c'est qu'effectivement, il y a 98 000 étoiles sur ce repo, et on va demander ni plus ni moins à Claude de installer les skills qui sont dans ce repo. Qu'est-ce qu'on a? On en a plusieurs. Et celui qui va nous intéresser, ça va être le PDF. Et vous voyez, on peut installer un skills pour faire du PowerPoint, un skills pour faire des points doc, un skills pour faire des fichiers Excel, un skills même pour créer des skills. Donc un skills de création de skills, c'est fort. Donc typiquement, on va installer tout ça parce que ça peut être intéressant, même si on n'utilise pas tout. Vous verrez plus tard. Voilà, si vous êtes curieux, moi je vous invite à aller étudier chaque skills et voir ce qu'ils font.
typiquement. Mais nous, on va demander à Claude de dupliquer ces skills et les mettre dans notre dossier. Pour le coup, on va utiliser le dossier global, donc le dossier utilisateur de Marie, et on va demander à Claude de mettre nos skills globaux ici. Ok. Donc on va prendre cette URL là et on va demander à Claude installe les skills anthropiques disponibles. Il donne le chemin et on va lui préciser mets-les dans le dossier du scope user. Donc il va cloner le repo. Yes, on lui donne les droits sur chaque action. Voilà. Encore une petite action. Voilà, il nous dit les 17 skills, donc il va nous répertorier les 17 skills sont installés dans le dossier. Donc le petit tilde ici signifie qu'on est dans le dossier courant de l'utilisateur, hein, donc le C-user de Marie, puis ensuite dans le dossier .claude, puis ensuite dans le dossier skills. Donc pour vérifier que nos skills ont été chargés, par exemple PDF, si je fais /PDF, je ne l'ai pas. Et au passage, on va jeter un petit coup d'œil dans ce fameux dossier. Et là, on a le dossier skills. Si on rentre dedans, donc on a bien un dossier par skills, avec le nom du dossier qui est donc le nom du skills. Si on rentre dans un dossier, on va trouver à ce moment-là une structure qu'on a déjà vue ensemble, le skill.md principal, un fichier de référence, un fichier form.md, un fichier texte de licence. On veut vérifier que nos skills qu'on vient d'installer sont bien chargés. On a relancé Visual Studio Code. PDF n'est toujours pas disponible visiblement. On va essayer avec le terminal. Claude. Voilà, /PDF. Oui, PDF est bien disponible dans notre terminal, mais pas dans notre extension. Donc ça va être un problème qu'on va demander à Claude de nous aider à résoudre. On va prendre la discussion précédente pour pas tout réexpliquer. Les skills sont bien présents en mode CLI, mais pas disponibles depuis l'extension de code dans VSC. Analyse ce problème et trouve une issue. Il y a plusieurs issues. Ok. Donc, vous voyez, c'est des bugs connus, hein, donc Claude Code aussi a la capacité d'aller chercher directement sur GitHub les bugs qui sont référencés, etc. Et il nous dit le pattern récurrent, l'extension VSC et le CLI utilisent des mécanismes de découverte de skills différents. C'est ce que je vous disais initialement. L'extension peut échouer silencieusement si un dossier intermédiaire n'existe pas. En attendant un fixe, vous voyez, on est toujours dans l'attente de fixe, une solution de contournement serait de déplacer les skills, c'est bien ce que je vous disais, au niveau du projet. Donc, on va le faire, on va lui demander, très bien, tu veux que j'essaie de les copier aussi au niveau du projet, bien sûr. Donc c'est dommage, hein, ça ne permet pas effectivement d'aller dans le sens de ce que je vous ai dit initialement avec les skills globaux, mais sachez que depuis le terminal, il n'y a pas de difficulté depuis le terminal ici en Claude Code. La seule difficulté, c'est l'extension. Et très probablement dans quelques jours, ça sera fixé. Donc oui, je copie les skills, parfait. Comme ça, on les aura en double, hein, certes, mais on les aura dans notre extension. Vous voyez, typiquement, il va rajouter un dossier par skills, en plus de nos 3 skills. Donc là, ça commence à charger un peu, hein. Donc il va falloir effectivement garder en mémoire une certaine documentation. On l'a vu avec Claude.md pour nous-mêmes. On sait qu'on a créé 3 skills principaux. Les autres ont été positionnés ici directement. Donc là, il nous dit que c'est fait. Logiquement, voilà, maintenant PDF est disponible. Notre skills PDF est disponible. Donc on peut l'invoquer, on peut voir à quoi ça ressemble. Il ne fait qu'invoquer le skills. Il nous dit le skills PDF est chargé, qu'est-ce que vous voulez faire typiquement? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est encore du live en direct, on va voir si ça marche du premier coup. On peut lui dire, voilà, notre fichier clinique Bellecour audit ia.md, on voudrait l'avoir en version PDF. Donc on va lui demander, convertit le fichier. Voilà, donc là il commence à préparer des éléments.
il génère le PDF. Il faut activer buffering des pages, il est en train de corriger. Vous voyez, typiquement, il s'auto-corrige. Il voit qu'il a généré une erreur, exit code, il y a une raison de l'erreur, il s'auto-corrige et relance le système. Et là, ça y est, on a notre PDF. Donc, si on va sur le PDF, pas de bol, il me manque une extension. Do you want to install the recommended donc VS Code-PDF? Oui, on va l'installer. Il nous en faut un, parfait. Donc là, il est installé. On peut quitter cette fenêtre, celle-ci aussi. On revient ici et on essaye d'afficher notre... Voilà. Donc voilà, il nous a créé notre PDF à partir du fichier Markdown. Donc là, on voit qu'il y a quand même des choses qui vont pas. C'est pas parfait. On peut effectivement solliciter Claude Code pour corriger ça. Et là, il y a pas mal d'éléments qui ne vont pas, d'accord. Donc écoutez, on va le faire. Donc, vraiment, faut pas hésiter à le challenger. En fait, plus vous le challengez, plus vous discutez avec lui, plus vous le corrigez, plus votre Claude Code dans votre contexte va être performant. Voilà, il régénère, il le relit. Nous, pendant qu'il le relit, on peut aller jeter un petit coup d'œil. C'est parfait. Vous voyez, on commence à avoir un résultat qui est intéressant. Alors, donc pour terminer cette vidéo qui était un petit peu longue, donc on a notre PDF, pas mal de skills. On a vu beaucoup de choses sur les skills, c'était très important. J'espère qu'en tout cas ces informations vous seront très utiles. Je voulais vous montrer qu'à la fin on peut tout simplement demander à Claude aussi en fait d'envoyer, faire le mail et de l'envoyer au client. Bon là je me le suis envoyé à moi-même, donc voilà, c'est simplement j'ai demandé à Claude de m'envoyer un mail, un brouillon. Donc il m'a préparé le brouillon et il m'a mis en pièce jointe directement le rapport d'audit. Voilà, on peut parler presque maintenant d'un mini écosystème qui prend forme progressivement. Donc on a on a ajouté des bras à un cerveau, on commence à lui ajouter des compétences avec les skills, et on va continuer à poursuivre cela. Mais bon, vous l'avez remarqué, depuis le début, je ne fais que itérer avec Claude Code. Donc dans cet environnement, on a vraiment bâti de A à Z uniquement par des échanges avec l'IA, donc par des échanges prompts. On s'est aperçu que cette IA prend la main véritablement sur notre système, sur notre ordinateur. On pourrait quasiment parler de IA operating system quelque part, donc il prend vraiment la main sur la machine. Mais évidemment, il y a des choses qui sont imparfaites. On l'a constaté, on a eu des bugs. Personnellement, j'ai poursuivi et j'ai itéré avec Claude Code pour comprendre les problèmes qu'on rencontre, notamment, vous vous souvenez de cette notion de scope utilisateur, donc scope global et scope projet. Le problème, c'est que là, dans notre Claude, au niveau des skills, on a un peu mélangé nos skills Desmos IA, qui sont propres à Christine, avec des skills qui vont plutôt, à mon sens, se positionner sur un scope global. Sont bien évidemment utilisables dans le scope projet, on est d'accord, mais c'est pour pas mélanger les choses. C'est pareil pour les MCP, je vous avais dit que j'aimais pas trop utiliser le fichier mcp.json dans le local. Si jamais Christine décide de créer un nouveau projet, elle voudrait quand même réutiliser les mêmes connexions MCP, tout ou partie, donc il est plus intéressant de positionner ces définitions de MCP, ces crédentials, plutôt dans un scope utilisateur que dans un scope projet. En tout cas, ça c'est ma vision. Autre élément aussi qui ne me plaît pas, c'est qu'il a effectivement créé un module Node, module ici que vous voyez à l'écran. C'est un dossier qui a été créé au moment de la création du fichier generate-pdf.js, donc qu'il a installé lui-même. C'est pas joli, ça commence à se remplir. On a aussi le dossier Playwright. On a aussi des fichiers qui ont été créés, package.json. Je vais pas rentrer dans les détails des explications à ce niveau-là, mais ça fait partie aussi de
de generate PDF. Bref, on va essayer de réorganiser tout ça et en même temps corriger. Donc je lui ai demandé de me construire un plan d'action et on va l'exécuter ensemble. Si vous utilisez Claude Code de cette manière-là, en itérant régulièrement avec lui, vous devez effectivement ne pas hésiter à itérer quand quelque chose ne va pas, ne pas hésiter aussi surtout à lui poser des questions, à lui demander de vous expliquer, et ça va vous donner progressivement une cartographie de votre propre écosystème. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'exécuter ce plan. Je copie-colle ce prompt et je crée une nouvelle fenêtre de conversation. Oui, on va faire ça. Ok. Ici, je vais me mettre en bypass permission pour le laisser faire, puisque le plan a été étudié, donc on est tout bon. Et donc, je vais lui coller ce prompt. Je vais lui demander tout simplement, exécute le plan dans ressources et le nom du fichier, étape par étape. Donc c'est parti. Première chose qu'il fait, il lit le fichier, c'est évident. Donc là, il a bien le fameux fichier .claude.json. Et donc voilà, là il fait sa to-do, donc il a préparé sa to-do. Donc comme je lui ai demandé étape par étape, ça va être de façon séquentielle. Il continue son travail. Donc là, il ajoute les 3 serveurs MCP dans le scope user, hein, comme je vous disais, dans le scope user. Il nettoie les entrées projet doublon. Donc là, il supprime mon fichier JSON. Éliminer les 16 skills génériques. Donc on conservera à ce moment-là les skills qui nous intéressent. Voilà, on a nos 3 skills de notre environnement Desmos IA. Donc ce sont des skills personnalisés. Donc déplacement du générateur PDF, il va le mettre ailleurs. Je lui avais demandé typiquement de le mettre dans le dossier ressources, donc il a créé un dossier scripts, comme ça on pourra avoir tous nos scripts. Donc là tout est rassemblé correctement, le générateur, le module, le node module et les fichiers JSON qui accompagnent cet ensemble-là. C'est très bien. Donc là, il réorganise le Claude.md en précisant les ressources scripts et qui Google, hein, c'est les clés API qui sont restées vacantes, qu'on pourrait mettre ailleurs, mais pour l'instant c'est ici, c'est très bien. Donc là, il a détecté ses erreurs, donc il se corrige lui-même. Ça, c'est, pour le coup, moi je trouve ça très fort. Et voilà ce qu'il a fait. Donc il a fait toutes ces actions-là. Donc prochaine action requise, redémarrer VS Code pour que les MCP serveurs se chargent depuis le scope user. Donc on va le faire. On va quitter VS Code. Ok. On le relance. Idéalement, là, je vais faire fin de session pour lui demander effectivement de sauvegarder cet échange que j'ai eu avec lui dans notre dossier session. N'oubliez pas, hein, on essaye de faire en sorte de construire une mémoire persistante dans le temps. Toutes les conversations que vous avez sur un contexte client, sur un audit, sur un travail lourd, pensez effectivement à faire une fin de session. Voilà, donc la session a pris fin. Donc là, on va créer une nouvelle conversation et puis on va tester, on va vérifier. Donc déjà, on peut vérifier. Alors oui, ce que l'on peut déjà demander, c'est d'afficher les MCP. Voilà, bon, il reste un résidu. On verra ça plus tard. Le plus important, c'est qu'on ait nos serveurs MCP. Je vais lui demander d'effectuer un check, donc un else check des MCP, de la mémoire et des skills disponibles. Ok, comme ça va permettre de vérifier l'ensemble des fonctionnalités. C'est des exercices que vous pouvez faire régulièrement. Vous pouvez même carrément prévoir un skills lié au health check de votre environnement pour vérifier que tout fonctionne, tout est opérationnel et tout est optimisé. Donc là, on a un health check général de notre environnement, de notre écosystème. Je vais essayer de l'appeler comme ça plusieurs fois. Ah, il y a 2 skills potentiellement manquants. Souhaites-tu que je vérifie l'existence des fichiers skills manquants? Oui, bien sûr. Oui, vérifie. On va mettre un peu en plein écran, histoire de changer un peu l'affichage. Hein. Ça marche très bien aussi comme ça. Il vérifie, voilà. Cause probable, ces 2 ne sont pas déclarés comme user invocable true. Oui, exact. C'est tout à fait ça. Hein. On peut cliquer de nouveau sur ce bouton skills.
Si on prend l'audit, le skills, effectivement, de mémoire, on avait indiqué que disable mode invocation true, ça veut dire qu'il est donc désactivé puisqu'il est à true. Notre heal check, si on jette un coup d'œil de ce qu'il nous a fait, donc heal check, donc il a identifié nos 4 MCP, je pensais qu'il y en avait 5, il en manque un, il manque playwright, donc on peut lui indiquer, alors probablement que playwright n'est pas dans notre cloud.md. On va afficher ça comme ça pour y voir plus clair. Ouais, ok, il n'est pas dans les outils connectés. On peut lui indiquer que Playwright n'est pas dedans, mais Playwright, on peut tester, lance un navigateur. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Navigateur depuis le MCP Playwright. Voilà, donc oui. Donc là, il a lancé. Donc c'est pas le même navigateur que celui-ci. Typiquement, là, je suis sur Christine. Ici, on n'y est pas. Donc on est en fenêtre anonyme, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, ça fonctionne. Donc il a bien le navigateur. Et il a déplacé également notre dossier Playwright pour éviter que ça traîne dans notre dossier. Voilà, donc on a 5 MCP opérationnels.